Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, on va attendre que les personnes arrivent. Donc, je vois qu'il y a déjà pas mal de personnes connectées. On va encore attendre une petite minute pour laisser le temps aux autres personnes d'arriver. Donc, bon, je pense que vous me connaissez déjà tous. Aaron Ascar, le responsable partenaire chez BlueMind. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle matinée partenaire qui vous permettra de vous présenter les nouveautés du moment chez BlueMind. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques informations pratiques et des rappels concernant la plateforme. Donc, vous avez un onglet qui vous permet en bas à droite de poser vos questions, un onglet sondage et un onglet chat que vous avez déjà commencé à utiliser. Je vous invite fortement à poser vos questions dans l'onglet questions, comme cet onglet l'indique, puisque en fait dans le chat on les verra pas, on les regardera pas forcément. Donc posez-les dans l'onglet questions. Et dans tous les cas, à la fin de l'ensemble des présentations des différents webinars, vous aurez un moment où vous pourrez échanger et poser vos questions avec nos équipes. Je vais changer. Donc, le programme de cette matinée, commencera par les nouveautés techniques qui seront présentées par Pierre Carlier, notre directeur général et responsable du service pro, et Manuel Guillet, notre ingénieur support et intégration. À 10h15, on vous présentera les nouveautés fonctionnelles de la V5.4 qui est sortie il y a quelques mois déjà, et en avant-première, les nouveautés de la 5.5 qui sortira normalement d'ici la fin de l'année. Et cela sera présenté par Fabrice Tégon, notre chef de projet chez BlueMind, et moi-même. Et enfin, on terminera par un petit point commercial et une série de questions, d'échanges de questions-réponses avec moi-même également à la fin de cette matinée. Alors, un petit rappel sur le cycle de vie de BlueMind et aussi la raison pour laquelle on a organisé ces matinées partenaires. Donc, le cycle de vie de BlueMind, on l'a mis en place avec la sortie de la 5, avec donc des sorties de version majeure, des sorties de version mineure et des releases. Tout cela, vous pouvez le retrouver sur la page qui est dédiée à ce cycle de vie. Donc, dans la documentation partenaire, vous avez le lien juste en bas du tableau. Et donc un petit rappel sur ces sorties de version. Donc la version majeure, ce sont des nouvelles fonctionnalités qui sont importantes avec des changements importants de structure et également au niveau technique. Par exemple, quand on est passé de la V4 à la V5, nous avions supprimé un composant, donc le composant Cirrus. On n'a pas aujourd'hui déterminé de fréquence. On les sort une fois tous les 2-3 ans. Et je vous ai mis également la durée du support de ces versions. C'est important pour anticiper notamment les migrations vis-à-vis de vos clients. Les versions mineures, ce sont des évolutions importantes des versions majeures. Donc là, en l'occurrence, la 5.5 qui va sortir d'ici quelques semaines, qui est publiée tous les 4 mois, avec également des fins de support à prendre en compte au niveau des bugs et également de la sécurité concernant les failles de sécurité. Et enfin, les releases, qui sont juste des correctifs de bugs ou de sécurité qui sont publiés assez régulièrement selon les besoins des clients et des remontées qu'on a. C'est important de bien connaître, comme je le disais, pour pouvoir suivre les différentes mises à jour que les clients ont besoin au fur et à mesure de la fin des supports. Et donc, cette matinée partenaire, pourquoi? Parce que l'objectif, c'est de vous informer justement en avant-première sur les nouveautés des nouvelles versions, qu'elles soient majeures ou mineures. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé dorénavant de proposer ces matinées partenaires en amont des sorties des versions mineures ou majeures. Ce qui vous permettra de pouvoir avoir la connaissance de la roadmap, de pouvoir préparer potentiellement les démos et les formations vis-à-vis de vos clients et de pouvoir interagir directement avec nous.
Donc c'est la raison pour laquelle c'est important, d'y assister. Pour tous ceux qui ne peuvent pas y assister, nous mettons à disposition le replay pour, ceux qui se sont inscrits. Maintenant que j'ai terminé avec cette petite introduction, je vais laisser la parole à, nos amis de la technique, Pierre et Manu. Bonjour à tous. Oui, donc avec Manuel, nous allons vous présenter les nouveautés techniques de ces versions 5.4 et 5.5. Donc, comme vous l'a dit Aaron, il n'y a pas de grande révolution puisque ce sont des versions mineures. Malgré tout, mais vous le savez, il y a quand même pas mal de correctifs techniques qui sont amenés. Et moi, on va mettre le focus sur 2 points. Donc, un premier point qui sera largement détaillé dans la partie fonctionnelle, ce sont les mail shares, les shared mailbox, pardon, qui remplacent les mail shares. Donc ça, c'est évidemment un sujet technique, mais vous verrez dans détail ces implications fonctionnelles. Et puis, nous allons mettre l'aspect sur deux points, le point sur 2 aspects, pardon, la partie sécurité et puis le migrator. Donc, dans les améliorations de sécurité, on a eu depuis longtemps des demandes de permettre l'authentification multifacteur. L'authentification multifacteur, ça vous permet effectivement de compléter votre authentification par login et par mot de passe, par un mot de passe à usage unique, donc one-time password. Et donc, cette fonctionnalité, on l'a implémentée sur toutes les applications web. Donc, effectivement, quand vous connectez sur la mail app, vous pouvez configurer le MFA, donc l'authentification de facteurs, pour ajouter un mot de passe à usage unique. Donc, ça se passe d'une part en permettant et en configurant l'OTP au niveau du serveur. Ensuite, vous avez la possibilité d'activer l'OTP utilisateur par utilisateur ou groupe par groupe. Et enfin, l'utilisateur lui-même doit finir par configurer effectivement son OTP avec un client de génération de mots de passe comme Google Authenticator, par exemple. Donc, nous, on utilise par exemple Vaultvarden ou Bitwarden pour ça, et ça vous permet à la fois de faire votre coffre-fort de mots de passe et vous proposer la génération des mots de passe à usage unique. Donc, cette documentation, enfin, je ne vous présente pas parce que c'est assez technique et un peu long à mettre en place, mais la documentation que vous avez là, qui est pointée, elle détaille bien les différents processus pour configurer l'authentification à 2 facteurs. Et voilà. Et ça vous permet de le faire population par population pour éviter de le généraliser en même temps pour tout le monde. Le deuxième point sur lequel on a mis l'accent dans ces versions mineures 4.4 et 4.5, c'est le renforcement de la sécurité des mots de passe et des clés d'API. En fait, on avait quelque part une faille de sécurité dans nos consoles d'administration en particulier ou dans les préférences. C'est que les mots de passe qui étaient positionnés dans les différentes interfaces étaient visibles, non seulement quand on les saisissait, mais aussi quand on les éditait. Et donc, ça générait un risque, effectivement, que ce mot de passe puisse être vu et lu après, lors de phase d'accès à la console d'administration ou à vos préférences. Donc maintenant, le mécanisme qui a été mis en place, c'est qu'effectivement, une fois que le mot de passe est saisi, on le chiffre et il n'est plus possible de le relire. Et c'est la même chose pour les clés d'API qui sont générées une fois, vous pouvez les copier une seule fois, et ensuite elles sont inaccessibles à tout le monde indéfiniment. Et donc effectivement, quand vous avez perdu la clé d'API, il faut en régénérer une autre. Donc vous avez tout à fait la possibilité d'en générer autant que vous voulez. Mais une clé d'API ne peut être vue et lue qu'une seule fois, comme pour les mots de passe. Donc ça, c'est assez important. C'était effectivement des remontées qu'on avait eues de la part en particulier des RSSI. Et ça va vous permettre effectivement d'éviter que les mots de passe puissent être lus et réutilisés en accédant à la console d'administration. Voilà pour ce petit focus rapide. N'hésitez pas à consulter toutes les documentations dans lesquelles tous ces processus sont bien décrits. Et puis voilà, s'il y a des questions par rapport à ça, nous y répondrons tout à l'heure. Et je vais laisser Manuel compléter sur une partie aussi très intéressante qui sont les améliorations du BEM Migrator. Vas-y, Manu. Ok, donc effectivement, on voulait vous présenter des nouveautés par rapport au BEM Migrator. Alors pourquoi? Parce qu'on a parlé notamment des Shared Mailboxes qui vont arriver en version 5.5. Donc ça veut dire que tout ce qui est mail share n'existera plus, ou en tout cas sera obsolète dans cette nouvelle version.
Donc, il va falloir prévoir des migrations des mail shares vers les shared mailbox. Un autre point très important, c'est des sujets de performance. Donc aujourd'hui, vous êtes nombreux à faire des migrations de Bluemind vers Bluemind, ça arrive encore, ou des migrations d'une solution tierce vers Bluemind. Et le listing des comptes, alors notamment côté Bluemind, peut être assez important. Si par exemple, vous avez 300 users à migrer sur une plateforme SaaS où vous avez plusieurs milliers de comptes, bah, le listing des comptes prend un temps certain au démarrage du BM migratoire avant même qu'il commence à travailler. Et enfin, on voulait vous parler des choses à venir, notamment la reprise des filtres et des règles de messagerie Exchange vers Bluemind. Donc, le premier point, c'est les performances. Donc, je tenais quand même à vous présenter le sujet parce que c'est un point qui est quand même assez important. Aujourd'hui, par exemple, sur un serveur avec 60 000 comptes provisionnés sur Bluemind, avec un serveur source, un serveur de destination qui sont sur le même hyperviseur, donc on n'a pas de problématique de latence ou quoi que ce soit, on va mettre 1 minute 10 à lister tous les comptes, donc les 60 000 comptes, au niveau du BM Migrator. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a une exécution à faire du BM Migrator, on va prendre 1 minute 10 et ensuite on va commencer à réaliser des opérations utiles et intéressantes. Avec l'amélioration qu'on a apportée au migrator, on passe de 1 minute 10 à 1 seconde. En fait, on va avoir une première synchronisation qui va prendre beaucoup de temps, donc 1 minute 10 à peu près. Et toutes les suivantes, elles vont prendre 1 à 2 secondes grand maximum. Et pour ça, en fait, on s'appuyait sur le change set dans Bluemind, donc que je vais vous présenter, et qui permet en fait de récupérer uniquement les différences entre la première synchronisation et la seconde synchronisation. Donc, je vous le représente. Vous verrez que ça pourrait être utile pour d'autres choses après. Donc, le change set, on va partir du principe que donc sur la ligne bleue, on part de change set. Donc, c'est l'installation du serveur Bluemind, par exemple. Donc, on va créer des utilisateurs. Ensuite, on va créer dans le cycle de vie de Bluemind, en fait, vous allez créer plusieurs utilisateurs. Vous allez tout simplement provisionner un serveur LDAP avec une synchronisation LDAP entre Bluemind et le serveur pour alimenter tous vos comptes. Par exemple, si vous avez 60 000 utilisateurs sur votre LDAP et que vous devez les provisionner avec une adresse de messagerie, bah, vous lancez la synchronisation, vos 60 000 comptes vont être créés. Vous pouvez faire des modifications sur les utilisateurs, rajouter une signature, rajouter des partages, pourquoi pas. Et à partir de là, vous pouvez commencer à lancer votre BM Migrator. Donc, vous allez lancer une première fois le BM Migrator où on va dire, attention, moi je suis en version 0 du change set, donne-moi la version sur laquelle tu es actuellement. Donc, sur le premier point bleu, on est sur la 254. Donc, l'idée, c'est je pars de 0, donc donne-moi, on va dire, un snapshot de ce qui existe à ta version 254. Donc, à la version 254, on va retrouver 60 000 comptes qui ont été créés. On ne va pas voir les updates ni les deletes, parce qu'en fait, à chaque fois, on va alimenter des nouveaux items. Donc, on va avoir notre première synchro qui prend 1 minute 10 à peu près, et qui va être mis en cache localement pour accélérer les prochaines migrations. Donc, ma première synchro est faite, j'ai mon cache qui est alimenté, je laisse vivre un peu le produit, je relance mon BM Migrator pour récupérer d'autres données, et là, je vais récupérer uniquement donc l'update qui est présent après le point bleu, le premier point bleu. J'ai récupéré les deux delete, les deux create et le delete. Donc, côté migrator, qu'est-ce qui va se passer? Je vais dire, j'ai la version 254, donne-moi la version que tu as et donne-moi la diff entre la version 254 et la tienne. Donc, on va arriver sur la version 257 et là, on va retrouver nos deux create, un delete et un update. Donc, finalement, on n'a plus besoin de reparser nos 60 000 comptes et donc on gagne un temps qui est considérable. La bonne nouvelle, c'est que ce change set, on peut aussi l'utiliser pour la reprise des contacts et la reprise des événements. Donc là, on gagnera un temps qui est vraiment important sur tous ces aspects. Et pour aller plus loin, côté Exchange, via EWS, on s'appuie aussi sur des systèmes assez similaires où on pourrait très bien demander la différence entre la première version synchronisée et la seconde. Donc voilà, ça donne des perspectives qui sont vraiment intéressantes pour la suite. En termes de fonctionnalité au niveau du migrator, on a l'arrivée des shared mailboxes au sens exchange du terme. Donc l'idée, c'est qu'on a nos mail shares qui vont avoir aussi des
calendriers, des carnets de tâches, des contacts, des filtres de messagerie. En fait, c'est vraiment un utilisateur, mais qui ne peut pas se connecter, enfin, au sens propre de l'outil. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir prévoir, notamment sur les migrations de Exchange vers Bluemind, la récupération de ces fameuses shared mailboxes qu'on récupérait actuellement en tant qu'utilisateur, parce que ça posait trop de problèmes de les convertir en mailshare. Donc maintenant, on a vraiment des shared mailboxes qui font vraiment le boulot et ce qui est attendu. On a aussi des transformations à prévoir. Donc là, c'est pour tout ce qui est migration de Bluemind vers Bluemind. Donc, on veut être sur une version inférieure à Bluemind 5.5, où les shared mailboxes n'existaient pas. Et ben, il faut convertir les mailshares, donc qui sont deprecated, en shared mailboxes. De la même manière, si vous êtes en 5.5 ou en version supérieure, mais que vous avez encore des mailshares et des shared mailboxes, il faut prendre en compte les deux. Donc, il faut tout migrer en tant que shared mailboxes. Et il faut prendre en compte aussi les cas de migration. Vous êtes encore sur des versions inférieures à la 5.5 et donc il faut conserver les mailshares. Donc migration de mailshare vers mailshare. Enfin, donc je me dépêche. Alors ça, c'est concernant la roadmap, ce qu'on prévoit. Donc on veut vraiment insister sur la reprise des règles de messagerie de Exchange vers Bluemind. Alors pourquoi? Parce que c'est la demande numéro 1, j'ai l'impression, depuis 1 ou 2 ans. Donc, enfin, voilà, c'est quelque chose qu'on veut vraiment mettre en avant. On veut également rajouter en fait un assistant de configuration du BM Migrator pour générer, pourquoi pas, un fichier de conf pour la migration. En fait, on se rend compte que les arguments positionnels sont assez compliqués et que les gens se perdent assez rapidement dans l'utilisation. Donc, l'idée en fait d'avoir un fichier de conf avec toutes les informations nécessaires pour faire nos migrations, ça peut être un bon moyen de pallier à ce problème-là. Et pourquoi pas en profiter pour faire un assistant de validation des accès réseau et d'accès aux données avant la migration. Des fois aussi, on a des problématiques, il manque un port d'ouvert ou le compte admin Exchange, il n'a pas les bons droits, donc en fait, on ne peut pas lire les données et on n'arrive pas forcément à bien détecter si c'est un problème de throttling ou si c'est un problème sur la configuration du compte. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'on souhaite développer assez rapidement pour le premier semestre. Et d'ailleurs, on profite de l'outil Livestorm pour créer un sondage. Donc, on a fait un sondage, c'est la première fois pour moi d'ailleurs, qui permet de savoir ce qui vous semble le plus important donc, à développer au niveau du migrateur. Donc, vous avez le choix. Hein. Et vous avez aussi un choix autre pour nous dire qu'il y a d'autres priorités. Et n'hésitez pas à nous les faire savoir, c'est important pour nous. Je termine très rapidement. Ce qu'on souhaite aussi, c'est prévoir ce fameux change set pour les événements et les contacts, donc sur les synchros Bluemind à Bluemind, et pourquoi pas Exchange vers Bluemind. On souhaite aussi revoir la doc sur la migration pour qu'elle soit un peu plus complète, notamment travailler sur l'accompagnement à la migration, donc une meilleure prise en charge des contextes, comment mettre en place un split domain entre du Zimbra, du Bluemind, comment mettre en place un split domain entre un Exchange et un Bluemind. Enfin voilà, c'est vraiment des docs d'accompagnement sur le projet de migration. Et là-dessus, on est vraiment preneur de retour de votre part. Et enfin, avoir un petit outil qui permet de cartographier les partages pour faciliter les migrations. Parce que des fois, en fait, on n'a pas forcément de vision sur qui partage quoi et qu'on a besoin de faire des migrations par lot. Ça peut être vraiment intéressant en fait, d'avoir cette cartographie pour dire ah bah là, j'ai un pôle d'utilisateurs qui travaillent vraiment ensemble, donc je vais les migrer ensemble dans mon prochain lot de migration. Je vais terminer. Je vais laisser la place à Fabrice et Aaron. Merci Manu, merci Pierre pour cette partie-là, donc un peu technique. Donc avec Fabrice, nous on va vous présenter plutôt du côté fonctionnel. Et donc je vais repartager mon écran. Et donc, on va commencer avec les nouveautés de la 5.4. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a une petite icône sur mon bureau en haut à gauche qui s'appelle Bluemind Client. Bluemind Client, c'est le nouveau client lourd de Bluemind qui est sorti avec la version 5.4.
Donc quand je clique dessus, j'arrive directement dans mon espace de travail Bluemine avec, la partie mail, agenda, contact, ce que vous connaissez déjà. Donc une petite introduction à la raison pour laquelle, on a introduit ce client lourd, avec l'aspect, on va dire du webmail. Donc on avait, pas mal d'utilisateurs qui, soit donc travaillent via un navigateur web et qui ont des contraintes, concernant les navigateurs, comme par exemple, par rapport aux politiques de sécurité que l'on peut avoir sur des navigateurs, des versions imposées, des restrictions sur les données locales. Et puis on a des utilisateurs qui, sont sur des clients lourds, classiques, comme Thunderbird ou Outlook et qui, souhaitent, que Bluemine, leur propose un client lourd, made in Bluemine. Donc, nous avons sorti ce client lourd depuis la version 5.4. C'est un logiciel, client Windows, hein. Il est disponible uniquement sur du Windows, donc pas sur du Linux pour l'instant. Et déjà, ça nous permet de nous, rendre complètement indépendants du navigateur. Donc effectivement, vous retrouvez, comme vous le voyez, le webmail qu'on connaît avec, les agendas, les tâches, les contacts, la partie mail également, mais ça nous libère complètement, du navigateur. Donc on n'a plus de contraintes, par rapport au paramétrage des navigateurs, quels qu'ils soient, hein, qu'on pouvait avoir sur Firefox, Chrome, Edge ou autre. Ça permet également une meilleure intégration avec Windows puisque, l'icône, comme vous le voyez, enfin le client s'installe comme une application classique. Vous avez une icône qui est bien identifiable sur le bureau, comme je l'ai montré précédemment et on peut le lancer directement et automatiquement depuis l'application, démarrage, de Windows. Cela permet également d'interagir avec, le magasin de certificats Windows. Donc au niveau des chiffrements, des mails via, le chiffrement SMIM, on a un accès, plus direct et plus rapide, puisqu'on accède directement au magasin de certificats de Windows. Et enfin, on peut faire des mises à jour autonomes de ce client, sans forcément mettre à jour, la partie, serveur. Donc, pour conclure sur, cette 1re, nouveauté, ce nouveau client lourd, on va évidemment l'améliorer puisqu'on va travailler sur la partie, déconnexion pour arriver à un véritable client lourd à la mode, Outlook ou Thunderbird. Mais c'est déjà un 1er pas vers une expérience utilisateur qui sera enrichie, pour les utilisateurs de Bluemade. 2e nouveauté très attendue, de la 5.4 et vous allez le voir de suite quand je vais afficher le mail. Tatada, merci pour ton message avec, les emojis. Les emojis sont enfin arrivés chez Bluemine. Donc, c'était, quelque chose qui était attendu par pas mal d'utilisateurs lorsqu'on rédige, des messages et qu'on veut, y rajouter, une touche, un peu, on va dire, émotive. Donc, lorsque je vais cliquer sur, mon message et que je vais vouloir l'écrire, je vais aller dans les, 3 petits points ici et ici, je peux insérer un emoji. Donc vous avez toute une série d'emojis que vous pouvez insérer. 2e, nouveauté également au niveau de la rédaction dans la 5.4, c'est, dupliquer le formatage. Donc, là, si, heu, je fais un petit coucou à Fabrice, le bonjour, je vais le mettre, par exemple en rouge. Voilà et je vais le mettre en gras et là, vous voyez que lorsque je clique dessus, donc j'ai une petite barre et là, je vais pouvoir aller faire reproduire la mise en forme. Je le reproduis sur Fabrice et Fabrice est en rouge et en gras. Donc là aussi, fonctionnalité assez intéressante lorsqu'on doit rédiger un message. Enfin, une petite nouveauté également, enfin, une fonctionnalité qu'on a réintroduite au niveau, des historiques, d'agenda. Donc, là, lorsque, vous cliquez ici sur, un événement, dans modifier les détails, ici en haut dans les petits points, vous avez historique. Et donc là, historique, ça nous permet d'avoir des informations concernant, ce qui s'est passé sur un rendez-vous. Donc là, par exemple, on voit que c'est, l'utilisateur Jarod qui a créé, ce rendez-vous-là. Vous avez, hop, si, je prends un autre rendez-vous que j'avais dans mon calendrier ici
modifier les détails, petit point, historique. Et là, je vois qu'il y a pas mal d'informations, où je vois qu'effectivement Jarod a créé l'événement. Il a été demandé à Dark Vador s'il était disponible. Puis Jarod a de nouveau modifié l'événement en rajoutant une visioconférence et il a invité Captain Marvel. Et on voit qu'à la fin, il a également invité Doctor Strange. Donc ça permet d'avoir un premier niveau d'information qu'on va également améliorer au niveau de l'affichage, mais ça donne déjà des informations concernant les historiques dans un événement dans le calendrier. Donc tout cela, c'était les nouveautés qui sont sorties il y a quelques mois de la 5.4. Maintenant, nous allons passer aux nouveautés de la 5.5 et donc ça, c'est en avant-première. Où on va parler dans un premier temps des charrettes mailbox. Donc les charrettes mailbox, heu Manu en a parlé déjà un petit peu. Donc ce sont les fameuses boîtes partagées à la mode Exchange. Donc jusqu'à présent, Bluemind proposait des boîtes partagées, donc ce qu'on appelle nous des mail share, qui permettent de pouvoir avoir une boîte de service où plusieurs utilisateurs vont accéder à travers ce partage. Et donc, on a rajouté les fonctionnalités qu'on appelle collaboratives, donc à la mode Exchange, ce qu'on appelle les shared mailbox, où la boîte partagée va également avoir son propre agenda et sa propre identité. Donc là, par exemple, là, ici, j'ai une shared mailbox, donc on va l'appeler une SMB pour faire plus simple, commerce, où là, effectivement, on a pas mal de mails où on a un groupe d'utilisateurs qui se connectent et Fabrice vous présentera toutes ces petites nouveautés que vous voyez à l'écran. Ce qui va être intéressant, c'est lorsqu'on va aller dans l'agenda et là, dans l'agenda, on voit qu'effectivement cette boîte mail a un calendrier. Donc ici, on a donc un déjeuner qui a été organisé par, cette boîte mail, donc par ce groupe d'utilisateurs, qui vont être donc invités à partager, ce même événement. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on voit que si, par exemple ici, je veux créer un événement, on va plutôt le mettre à une date, dans le futur. Donc là, je veux créer un événement. Je vais pouvoir, je vais vouloir ajouter ma boîte commerce. Hop, et là, on voit bien effectivement que la boîte commerce n'est pas disponible puisqu'au même moment, elle a un déjeuner. Elle a un rendez-vous de déjeuner. Donc, cette shared mailbox, donc, elle va permettre justement de pouvoir, utiliser cette boîte mail de manière collaborative comme on l'a sur, les serveurs Exchange et donc ça va répondre aux besoins des utilisateurs, qui viennent du monde de Microsoft. Un point important, les shared mailbox, donc les SMB, vont remplacer à terme les mail-share, donc les boîtes, partagées actuelles. Donc comme, en parlait Manu, tout à l'heure, on va prévoir forcément des outils de migration pour, passer, oui, pour les transformer. Aujourd'hui, lorsqu'on veut créer, une boîte partagée, donc dès la sortie de la version 5.5, on n'aura le choix que de créer des, boîtes, partagées de ce type-là, des boîtes fonctionnelles et non plus des mail-share. Et je vais laisser Fabrice, prendre la main pour la suite des présentations de ces fonctionnalités 5.5. Merci Aaron pour cette présentation. Donc moi, effectivement, je vais vous présenter toutes les nouveautés qu'on a mis en place sur la version 5.5 de Bluemind qui sort donc fin décembre. Alors je vais commencer par vous partager mon écran. Hop, voilà. On va se connecter. Et là, normalement, une bonne partie d'entre vous a déjà dû noter qu'il y a pas mal de nouveautés qui sautent un petit peu aux yeux. Alors, une des plus grosses nouveautés que vous avez dû tous remarquer, c'est l'affichage en fait dynamique des mails non lus dans tous les sous-dossiers. Jusqu'ici, il fallait en fait aller sur le dossier, cliquer dessus pour faire apparaître
le nombre de mails non lus. Maintenant, c'est dynamique. Alors, pour vous le prouver, on va faire un petit test. Je vais écrire donc à la boîte partagée commerce. Je vais également écrire à la boîte support IT. Et magique, on a pu voir ici le compteur s'incrémenter de 1 et ici également. Donc on voit qu'on a un comptage dynamique des mails non lus. Si je déplace également un mail dans un de mes sous-dossiers, on va voir également que le compteur s'incrémente. Donc là, on est à 2 sur mon dernier sous-dossier. Et je suis passé à 3. Donc ça marche également. Affichage dynamique de tous les mails non lus. Mine de rien, c'est quand même quelque chose d'extrêmement utile, notamment au niveau des boîtes partagées. On a pas mal d'équipes en fait qui s'appuient là-dessus pour repérer qu'un nouveau mail est arrivé, aller voir la boîte partagée et voir le boulot qu'il y a à faire et à qui doit traiter le message. Une autre grosse nouveauté qu'on a en 5.5, voilà, je vous montrais les sous-dossiers et le classement de mes mails. Là, c'est un petit peu embêtant parce que vous voyez que j'ai sous-dossier de dossier 1, j'ai un autre sous-dossier, un autre sous-dossier, un autre sous-dossier. Je ne vois pas trop, en fait, voilà, je voudrais vérifier si j'ai bien classé mon mail au bon endroit. Une nouveauté de la 5.5 est la possibilité maintenant, en fait, de agrandir également l'affichage, la colonne qui va vous lister tous les dossiers de votre boîte à. Donc, pareil, quelque chose qui était relativement demandé, que ce soit pour afficher en fait les dossiers ou tout simplement parce que certains utilisateurs vont avoir l'habitude et vont commencer par agrandir en fait cette fenêtre, cette colonne de la liste des dossiers. Ça peut paraître bizarre, mais en fait non, et je fais partie de ces utilisateurs qui par réflexe, à peine connectés sur le webmail, agrandissent la fenêtre. Donc première et deuxième grosse nouveauté qu'on a en 5.5, mais qui au niveau confort d'utilisation enrichissent l'expérience utilisateur. On a également enrichi les préférences. J'espère que tout le monde voit bien mon écran. On a également enrichi le menu des préférences. Au niveau de la messagerie, quelque chose qui était relativement demandé souvent, c'est la possibilité, ce qu'on peut faire maintenant, de définir la taille par défaut de tous les mails. Alors pareil, c'est tout bête, mais on a eu pas mal de retours là-dessus. Avant cette petite option, on était obligé, pour chaque nouveau mail, si la taille n'allait pas, de soit agrandir la taille de la police, soit au contraire la réduire. Donc c'était quelque chose qui pouvait être un petit peu irritant pour les utilisateurs. C'est terminé en 5.5 où on peut paramétrer la taille par défaut pour tous nos mails. Autre petite nouveauté également qu'on a en 5.5, c'est au niveau de la gestion des identités. Quand je me crée une nouvelle identité, jusqu'ici, pas de nouveauté. Je me crée une nouvelle identité si bien évidemment j'ai le droit de le faire. Donc là, moi, je suis connecté en tant qu'autorité 1, on le voit ici, et je vais me connecter en tant que The Big Boss, parce que The Big Boss m'a autorisé à écrire en son nom. Et là, en fait, ça a été très rapide, mais ce qu'on peut voir, c'est que le nom affiché, donc ce qui va en fait s'afficher chez tous mes destinataires, ça a été alimenté automatiquement. Et ce champ, en fait, va être récupéré de votre annuaire au niveau du nom complet, qui est au niveau de l'annuaire quand j'ai créé ma boîte aux lettres. Pareil, c'est tout bête, mais chez beaucoup de clients, et notamment les grosses structures, l'annuaire, il va être normé. Si on norme un annuaire au niveau de la dénomination, nom, prénom, direction par exemple, c'est pour que éventuellement cette information soit utilisée, que ça ne fasse pas n'importe quoi quand je dialogue avec des correspondants externes ou interne. On veut que tout le monde écrive avec la même norme au niveau du nom. Pas que ce soit Tégon, Fabrice, Bloumagne, après une fois Fabrice, Tégon ou Fab. Donc tout bête, j'alimente automatiquement le champ non complet de ce qui va s'afficher chez mes correspondants. Si jamais ça ne va pas et qu'on veut changer, on a encore la possibilité, en cliquant ici sur le petit bouton modifier, de venir modifier ce non complet. Ensuite, au niveau des nouveautés particulièrement appréciables qu'on a sur la 5.5, ça va se situer au niveau des nouveaux messages. Petit goodies, je suis autorité 1 et je veux écrire à Mahou, mon secrétaire, pour lui donner du boulot.
J'écris donc à secrétaire 2, parce que c'est tellement plus sympa d'écrire au secrétaire des autres. Donc j'écris à secrétaire 2, et là, qu'est-ce qui se passe? Le système me prévient que secrétaire 2 risque de ne pas recevoir mon message parce que sa boîte aux lettres est saturée. On voit ici une petite icône qui m'indique que la boîte est légèrement over quota. Je peux retirer le destinataire directement ici. Pour l'instant, on va le laisser. Je me dis, mince, je ne vais pas écrire à secrétaire 2, on va aller solliciter une autre secrétaire. Je vais donc solliciter secrétaire 3. Et là, encore une petite alerte qui me prévient que secrétaire 3, elle risque de ne pas répondre. Décidément, au niveau des secrétaires des autres, ça ne bosse pas les masses. Qui me prévient en fait que son message d'absence est activé. Et ce qui est vraiment pratique, c'est que je peux lire en fait sa réponse et voir ce qu'elle a indiqué dans sa réponse. Et notamment, une information qui est plutôt sympa, c'est qu'elle m'indique en fait qui contacter pendant ces congés. Là, je vois que je peux écrire à secrétaire 4. Je vais donc écrire à secrétaire 4. Ouf, secrétaire 4 est là, je vais pouvoir lui donner beaucoup de boulot. Maintenant, c'est vrai que je me dis, tiens, je vais écrire à secrétaire 4, c'est peut-être pas forcément utile que j'écrive aux 2 autres secrétaires. Mais je veux quand même en fait les mettre en copie parce que oui, ça peut être pas mal quand même qu'elles soient au courant du boulot que j'ai donné à la ou le 4e secrétaire. Et là, une option vraiment très très pratique qui était un gros irritant jusqu'ici sur BlueMind, c'est que les utilisateurs que je veux mettre en copie, je peux le faire par drag and drop. Donc secrétaire 3, je la mets en copie. Secrétaire 2, je la mets en copie. Pareil, tout bête, mais ça, c'est quelque chose qui était extrêmement irritant et qui est très fortement utilisé, notamment quand on répond à des mails et qu'il y a beaucoup de destinataires. Jusqu'ici, il fallait les supprimer pour les recréer dans le champ destinataire. Maintenant, on fait ça via du drag and drop, ce qui est plutôt pas mal. Bon, comme il n'y a pas beaucoup de destinataires, je vais également m'écrire à moi-même. On bosse dans la messagerie, on aime les mails. Et puis, je vais m'envoyer en fait mon message. Bonjour, on va mettre un message sympa. Et on est poli. Et là, je me dis, ce message, quand même, il est vachement important quand même. J'aimerais bien quand même que les gens soient au courant qu'il faut lire en fait ce que Autorité 1 va leur envoyer. Une grosse nouveauté qu'on a également implémentée en 5.5, c'est la possibilité maintenant de définir la priorité du mail. Ça se fait tout bêtement par le menu 3 petits points qu'on a en bas à droite du message. Et là, on a un nouveau menu qui permet de définir le message comme important. J'ai défini mon message comme important. On va également enrichir ce menu parce que l'autre information, c'est de pouvoir aussi définir un message comme n'étant pas en fait important et à priorité faible. On n'a rien changé au niveau de la priorité normale. Une fois que j'ai fait ça, j'envoie mon message. Et là, encore une petite nouveauté, le système est intelligent et comme le proposent certains clients lourds, tout bêtement, il me dit attention, monsieur Autorité 1, vous avez oublié de préciser un objet, est-ce que c'est voulu ou pas? Non, je n'ai pas fait exprès, j'ai oublié de mettre un objet, donc je rajoute un objet. Et là, j'envoie mon mail. Ça marche. Secrétaire 3 est effectivement en congé. Et là, je peux voir que j'ai une petite icône ici qui me précise que le message est important. Je retrouve cette information un peu plus soulignée au niveau du message, où là, j'ai à la fois la petite icône en m'indiquant message important et message important dans une couleur assez caractéristique pour un mail qui est prioritaire. Je peux également, au niveau de l'interface de recherche avancée, venir préciser ici que je veux afficher tous les messages qui sont importants pour voir en fait si j'ai bien tout traité, par exemple. Je fais ma recherche et là, hop, je retrouve tous mes messages qui sont indiqués comme étant prioritaires. Donc voilà pour les nouveaux mails. On va également avoir d'autres informations sympathiques au niveau de la 5.5, au niveau du mail, pour obtenir d'autres informations. On va retrouver tout ça dans différents menus. Ici, par exemple, je vais retrouver dans le menu « Autres » informations sur le message.
je vais également retrouver ce même menu dans le menu 3 petits points du mail lui-même, où j'ai information sur le message. Et là, je vais retrouver pas mal d'infos. Je retrouve l'importance du message, encore une fois. On voit que le message, en fait, est important. Un truc tout bête, mais qui, pareil, n'était pas visible aussi facilement avant sur BlueMind, c'est en fait la date d'envoi du message. Jusqu'ici, on affichait très, très facilement la date de réception du mail. Pour voir quand est-ce que ça avait été envoyé, il fallait aller dans le code source du message. On affiche maintenant la date d'envoi du mail, et de temps en temps, ça peut ne pas correspondre à la date de réception. C'est souvent très très proche, parce que les mails, c'est hyper rapide, mais ça peut ne pas être la même. Et ça peut être aussi caractéristique d'un problème qu'il y a eu entre le serveur émetteur et le serveur destinataire. Et enfin, nouveauté également, je retrouve ici la possibilité, j'affiche en fait tous les différents destinataires du message et j'ai la possibilité de faire du copier-coller, même quand j'ai qu'un seul destinataire dans le mail. Donc, je sélectionne, copie, CTRL-C, et là, je peux faire un nouveau message, je colle, et je retrouve mes destinataires. Magique. Donc ça, c'est plutôt pas mal, et c'est également les nouveautés qui étaient assez demandées par les clients et également par nos partenaires. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour des nouveautés de la 5.5. Non, j'ai un petit goodies effectivement qu'on a également rajouté en fait en 5.5, qui est la possibilité de définir des catégories sur les mails. Alors, bien évidemment, c'est la petite blagounette, c'est une fonctionnalité qui était très, très, très fortement attendue et qu'on a implémentée pour la version 5.5. Donc là, on peut voir qu'effectivement, j'ai un mail que j'ai déjà tagué avec plusieurs catégories, plus tard, optionnelles, commerciales. Pour rajouter un tag sur un message, ce n'est pas très compliqué. Je vais retrouver ici un menu catégorie qui va me permettre d'apposer des catégories sur mes mails. Par défaut, on affiche 7, mais on peut en avoir plusieurs. C'est pour pas non plus trop surcharger l'interface. Si je ne trouve pas en fait la catégorie que je veux apposer à ce message, il suffit de taper le nom de la catégorie et puis j'ai une autocomplétion au niveau de la catégorie. Et là, je rajoute la catégorie plus tard. J'ai également la possibilité de créer des catégories à la volée. Donc typiquement, je peux me créer une catégorie pour dire moi, j'ai un collègue que j'aime bien arroser, en fait, et à qui j'aime bien envoyer aussi beaucoup de boulot en dehors de mes secrétaires, et je peux créer ma catégorie au nom de mon collègue. Et ça y est, j'ai créé la catégorie Manu. Si jamais ça ne me va pas et que je veux modifier une catégorie, parce que on crée une nouvelle, bref, avoir le menu complet des catégories, j'ai également un petit raccourci directement dans ce menu pour aller gérer les catégories. Je me retrouve dans mon menu préférences au niveau des catégories. Et là, je retrouve toutes mes différentes catégories. On peut voir que j'en ai 9. Et je retrouve également la catégorie que j'ai créée à la volée sur mon message. Si je veux filtrer pour n'afficher que certains messages que j'ai tagués avec une certaine catégorie, je peux bien évidemment le faire de plusieurs manières. La manière rapide, c'est tout simplement de cliquer dans le mail sur « Plus tard », sur la catégorie ciblée. Et là, ça me filtre automatiquement dans ma liste des mails, les mails que j'ai tagués avec la catégorie. Je peux également faire une recherche avancée et dire tiens, donne-moi tous les mails que j'ai tagués avec, par exemple, fait, voir si j'ai beaucoup travaillé. Et effectivement, je retrouve mes différentes catégories. Donc ça, c'est plutôt pas mal, effectivement. Et voilà comment ça se présente. Très important, je vais également retrouver les catégories sur les boîtes partagées. Ça, c'est primordial. C'est comme ça que bossent beaucoup d'équipes quand on tape sur une boîte partagée. On va apposer des catégories pour savoir qui fait quoi, qui a pris le mail et où j'en suis du traitement du mail. Et vous avez peut-être noté qu'on va retrouver ici différentes catégories, mais qui ne vont pas être les mêmes que les miennes. Si je retourne en fait sur ma boîte aux lettres, je peux voir ici que j'ai une catégorie
plus tard, une catégorie optionnelle, une catégorie a priorisée. Ici, j'ai la catégorie a priorisée qui n'est pas de la même couleur. La catégorie à faire n'est pas de la même couleur. La catégorie plus tard n'est pas de la même couleur. En fait, je vais retrouver dans la boîte fonctionnelle, qui est ici une shared mailbox, les catégories associées à la shared mailbox. Et tous les utilisateurs qui vont se connecter à cette boîte fonctionnelle vont retrouver exactement les mêmes catégories, même dénomination et même couleur. Donc ça, c'est extrêmement important. Et enfin, à la volée, dernière petite info que j'ai oublié de vous donner, ça ne concerne pas les catégories, mais plutôt les informations du mail. Je vous ai montré qu'on pouvait afficher les informations du mail via le menu 3 petits points. On a également implémenté un petit goodies qui est la possibilité d'afficher ces mêmes informations en cliquant directement sur la date. Je l'avais oublié, j'ai vu mon anti-sèche, je vous le dis à la fin du webinaire. Je pense que j'ai présenté tout ce qu'il y a à vous présenter sur les catégories. J'ai essayé d'insister un petit peu à la fin, parce qu'effectivement, c'est une fonctionnalité qui est énormément attendue par beaucoup de clients, pour ne pas dire tous. Et puis, j'ai maintenant terminé cette présentation. Je vais inviter donc, mes collègues qui sont repartis dans l'ombre, à savoir mon collègue préféré à qui j'ai envoyé des mails manuels, et également mon patron préféré, Pierre, à revenir sur scène pour répondre à vos différentes questions, si vous en avez. Et je vais également arrêter le partage. Du coup, merci Fabrice pour la présentation de ces nouvelles fonctionnalités. Donc effectivement, on va faire parce que je vois qu'il y a pas mal de questions qui ont été posées. On va faire une petite série de réponses aux questions qui concernent donc la partie technique et fonctionnelle. Et on terminera à la suite de la réponse à ces questions par le point commercial pour terminer cette matinée. Donc du coup, je te donne la main, Manu. Ouais, je vais prendre les premières questions, notamment sur lesquelles j'ai déjà fait des réponses. Donc la première question, c'était donc on a maintenant les shared mailboxes qui arrivent dans Bluemind 5.5. Est-ce qu'on a un nouvel objet type kind, on va dire, dans les containers? Donc là, c'est plutôt des données. Si vous travaillez sur les API ou si vous avez déjà lu la base de données. Donc effectivement, on a un nouveau type, c'est du shared underscore mailbox qui apparaît. Donc on avait user, group, shared mailbox, resource et autres. Adresse book, calendar. Donc là, effectivement, il y a un nouveau type qui arrive. Le client lourd est-il fonctionnel avec une utilisation en SSO? Donc c'est le client lourd, donc c'est le client Electron. Donc pas actuellement. Aujourd'hui, on ne va pas supporter de SSO. C'est quelque chose sur lequel on va sûrement faire des améliorations plus tard, mais actuellement, ce n'est pas disponible, effectivement. Est-ce qu'il y a une documentation partenaire, un comparatif complet pour les fonctionnalités de Shared Mailbox Bluemind VS celle d'Exchange? Alors, pas à ma connaissance. Par contre, ce que je peux certifier, c'est que l'écriture des specs, c'est vraiment appuyé sur les Shared Mailbox Exchange. On a travaillé longuement sur le sujet. On a eu aussi des partenaires qui sont présents dans la salle qui nous ont aussi donné des coups de main avec notamment des témoignages clients. Voilà, on est quand même allé assez loin dans l'expression de besoin, en tout cas, pour vraiment s'assurer qu'on respecte bien tout. Il y a notamment la possibilité dans Outlook de pouvoir gérer les filtres des shared mailbox, mais directement depuis son client Outlook. Et pour ça, en fait, il y a des petites spécifications qui sont nécessaires. Il y a des choses en fait à prévoir, qui demandent un peu de finesse dans le développement. Donc franchement, on devrait être vraiment proche d'Exchange. L'autre question, est-ce qu'on a la date de la release de la 5.5? Donc non. En fait, on avait annoncé le 28 décembre, si je ne dis pas de bêtises. Elle devrait sortir avant. Il y avait une question aussi sur les compteurs de mails non lus. En fait, quand on a des modes partagés, est-ce que le compteur il est commun à tout le monde ou bien il est spécifique à chaque utilisateur? Alors, pour être honnête, je ne me rappelais plus de la réponse, mais j'ai demandé
un collègue qui m'a confirmé que c'était commun à tout le monde. Ensuite, est-ce qu'il est possible de catégoriser des mails dans les filtres tout, non lu, marqué? C'est vrai que c'est des vues un peu particulières. Et effectivement, en fait, on peut bien rajouter un tag sur un tag sur un message, même dans les vues en question. La question suivante, alors, je pense qu'elle est peut-être plus commerciale. Je ne sais pas si tu peux répondre, Aaron. Donc, suite au message de David, avez-vous des comparatifs, des benchmarks aussi avec, en plus d'Exchange, du Zimbra, etc. Alors les benchmarks, au niveau des fonctionnalités, on n'en a pas, forcément. On a des listings de fonctionnalités, qu'on supporte, par exemple, sur Outlook, qu'on peut retrouver dans la doc, partenaire. Maintenant on est en train de travailler sur, des comparatifs, effectivement pour proposer ce qu'on appelle des battle cards, et c'est quelque chose qu'on va travailler sur, 2026. Ok. Et juste pour info, au niveau de Zimbra, vu qu'on parle pas mal des shared mailboxes, c'est pas une notion qui existe sur Zimbra, donc effectivement, cette fonctionnalité n'existe pas sur Zimbra. On passe plutôt par des boîtes lettres Zimbra Accounts. Les catégories sont-elles bien synchronisées avec Outlook et Visit dans Client Lourd? Alors oui, en fait, c'est justement tout l'exercice, c'était de s'assurer que côté Outlook, on ait bien les mêmes catégories. Allez-y, si vous voulez répondre, les gars. Oh, je t'en prie, Manu, toi, t'es parti, vas-y, tu déroules. Est-ce prévu d'avoir une vue des mails avec l'arborescence de catégorie et non l'arborescence de dossier? Pas pour l'instant. Après, je ne sais pas si on a eu beaucoup de demandes de ce type. Bon, pas beaucoup, mais peut-être parce qu'on n'a pas encore fourni les catégories aux utilisateurs. Donc, on n'a pas encore eu de retour sur l'utilisation. On va attendre peut-être les retours, les besoins, effectivement. Mais oui, c'est pas complètement idiot comme remarque, effectivement. Ensuite, est-ce que BM Migrator pourra faire la migration des catégories de Zimbra, Exchange ou O365 vers Bluemine? Alors, c'est faisable. Alors, sur Zimbra, en fait, les catégories, c'est des tags IMAP. Donc, en fait, les tags IMAP vont bien être récupérés sur Exchange Office 365. Alors, je pense qu'on ne le fait pas, mais on a toutes les options pour le faire. Ouais, d'ailleurs, il faut que je pense à le faire. Ouais. Si je mets si je mets une catégorie sur un event, est-ce que je peux avoir une sorte de stat sur mes events, par exemple avec Bluemine? Donc, j'arrive pas à comprendre. J'imagine que c'est les statistiques, savoir en fait combien j'ai de rendez-vous tagués importants, ou tagués rendez-vous commercial, ou tagués rendez-vous direction. Alors, pour moi, non. On n'a pas ce genre de statistiques. Ce qu'on a au niveau de l'agenda, c'est par contre la possibilité de faire un filtrage. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui existe déjà et qui permet en fait de n'afficher que les rendez-vous de telle et telle catégorie. Par contre, des stats disant sors-moi le nombre de rendez-vous que j'ai tagué machin sur tous mes rendez-vous, ça, on n'a pas ça en stock encore, mais... Alors, pas via des écrans, par contre, c'est possible via les API. Ouais. Par des API, on pourrait très bien avoir ce genre d'informations. Alors, est-ce qu'il est prévu de porter le client lourd sur Linux? Alors, pour l'instant, on se focalise vraiment sur Windows. Pour une raison aussi, alors je ne sais pas si tu peux l'évoquer, mais au niveau du S-MIME, il faut savoir que sous Windows, en fait, c'est un petit peu casse-pied de gérer ses signatures et pour la signature et le chiffrement S-MIME. Et en fait, l'arrivée du client lourd est extrêmement pratique pour notamment avoir la possibilité en fait, de taper sur le magasin de certificats Windows. Donc ça veut dire qu'en fait, vous n'avez même pas besoin de configurer quoi que ce soit. Les certificats vont charger un petit peu par eux-mêmes. Donc
c'est quelque chose qui était vraiment prévu pour Windows à la base, pour du gros déploiement, du large déploiement. Mais effectivement, si un jour on a besoin d'un client sous Linux, je pense que ça arrivera. Et pour compléter ce que dit Manu, en fait, concernant les certificats, le deuxième effet qui se coule de cette interaction avec le magasin Windows, c'est aussi la possibilité de déchiffrer les mails chiffrés avec d'anciens certificats. Parce que le magasin Windows, généralement, a tout historique. Et donc, c'est plutôt pratique de pouvoir aussi déchiffrer les mails qu'on a reçus avant. Ce qui, là, pour le coup, n'est pas trop possible directement sur le webmail. Et pour information, donc on a les résultats du sondage. Je ne sais pas si on peut les communiquer. Oui, juste avant, Manu, Ouais. on avait une petite remarque dans le chat. C'était pas une question, mais c'était une remarque. Et on a eu la réponse en direct de la part de l'équipe Front. Donc, on avait une remarque concernant le fait de pouvoir activer si un message est important ou pas. Et donc, la remarque, c'était qu'on n'avait pas d'indicateur visuel dans le composeur pour voir s'il était bien activé. Et on a une réponse en direct que ça sera faisable à partir d'une feature qui apparaîtra en 5.6, donc dans quelques mois. Super. Effectivement, Alexis précise sa demande. Là, il l'a précisé directement dans le chat. C'est très important. Une colonne importante au niveau du fil pour faire un clic et voilà. Ouais. On posera la question au front. On peut imaginer qu'effectivement, on y va par étapes. Mais bon. Après, pour rappel, vous pouvez ouvrir les tickets sur des suggestions pour nous donner des idées, nous donner vos retours aussi. C'est vraiment important en fait d'avoir ces retours. On a une nouvelle question de la part d'Olivier. Qui concerne l'exécution du web migrator. Donc, je te laisse, Manu, y répondre. Ouais, on aimerait avoir un peu de résumé à la fin d'une exécution de web migrator. Ça va falloir faire des greffes, des hooks sur les logs. T'aimes pas faire des greffes et des hooks? Moi, j'adore ça. Non, plus sérieusement, effectivement, aujourd'hui, la vision, elle est quand même un peu geek, dans le sens où, effectivement, c'est une ligne de commande. Il faut aller lire les logs, s'assurer que tout s'est bien passé. Vérifier en tout cas les codes retour, notamment sur la partie mapping, etc., pour s'assurer que tout fonctionne. On n'a pas un résumé complet du statut de la migration. C'est des choses, effectivement, qui vont arriver, mais pas sur le premier semestre 2026, malheureusement. Ensuite, on a, quand je mets le drapeau sur les messages importants, possible de le remonter pour le mettre en exergue. Alors, je ne suis pas sûr, effectivement, d'avoir compris la question. Donc, Mme Texier, si vous pouvez un peu préciser. Parce que pour moi, le drapeau qu'on a, alors c'est peut-être une notion qu'il y a sur Outlook. Pour moi, le drapeau, c'est plus côté suivi. Où il y a effectivement un workflow un peu particulier côté Outlook qui vient compléter l'utilisation des catégories d'un point de vue fonctionnalité. Et c'est quelque chose, effectivement, qui est prévu aussi chez nous. Alors, on n'a pas encore le détail sur quelle version ça va arriver, mais ce besoin d'implémenter un suivi enrichi, on va dire, à la Outlook. Le standard, c'est du suivi, pas de suivi. Outlook a plusieurs notions au niveau du suivi jusqu'à aller à traiter. C'est effectivement quelque chose sur lequel on a commencé à travailler. Alors, je ne sais pas si c'est ça le message. Oui, effectivement, Fabrice, par rapport au drapeau qu'on peut retrouver dans Outlook, effectivement, on peut indiquer via un drapeau rouge si on doit traiter ce mail pour aujourd'hui, pour demain, lui donner une temporalité, en fait, avec des rappels. Et je pense que la question se portait sur cela. Ok. Il y a effectivement une notion de suivi dans Outlook qui est encore une notion différente des catégories et des priorités des mails. Ensuite, merci. Alors, Alexis. Possible d'épingler des dossiers, mettre en favori. Pas encore, mais ça fait aussi partie des fonctionnalités qui ont été demandées sur lesquelles on doit travailler. Alors, je ne connais pas la priorité.
Donc, le fait que tu aies demandé, ça va permettre effectivement de faire un +1 au niveau des demandes, mais on est au courant du sujet, c'est quelque chose qu'on doit également implémenter. Oh, ça parle sécu et GPG. Courageusement, je laisse Manu répondre. Alors, il y aura à l'avenir l'implémentation des articles GPG directement sur le serveur. Alors, c'est pas forcément prévu, non, parce que c'est assez technique, c'est assez complexe. Par contre, on peut gérer ça au niveau d'un Thunderbird sans trop de difficultés. Pour l'instant, ça fait pas partie des priorités, en tout cas. Je suis pas sûr que ce soit dans la roadmap, même. Il y a un article intéressant sur justement la vie de GPG dans le monde de la messagerie qui est sorti il n'y a pas très très longtemps et qui parle justement de toutes ces difficultés, la complexité de cette gestion d'envoyer des messages avec du GPG. C'est vrai que c'est assez compliqué, on va dire, pour tous les utilisateurs un peu lambda, quoi. Est-ce que la fonctionnalité de rappel d'un message depuis Outlook est prévu de fonctionner? Tu as la réponse Alors, oui. Ça, c'est un classique. Cette question, c'est un classique. Alors, non, clairement, ou en tout cas en l'état. Il faut savoir que cette fonctionnalité d'Outlook, en fait, de rappel de mail, est assez fortement sollicitée, souvent pour 2 raisons essentielles. Rappeler un mail parce qu'on a envoyé une information à toute la boîte et qu'on veut éviter de polluer la boîte aux lettres de la personne et rappeler le mail. Et la deuxième raison, qui est celle la plus souvent mise en avant, c'est « Ah, j'ai écrit une bêtise et je voudrais me rattraper et pas montrer ma bêtise à mon correspondant ». Alors, il faut savoir que côté Exchange, c'est une fonctionnalité qui marche assez rarement. Typiquement, avec des externes, ça ne marchera jamais. Et heureusement, parce qu'on va juste en fait aller trifouiller dans les boîtes des utilisateurs et enlever un mail dans la boîte d'un utilisateur d'un point de vue sécu. Il y a un côté un peu choquant que ne vont pas aimer forcément les RSSI. Donc, en gros, ça marche que si on est sur un seul et même serveur Exchange. Et en fonction des règles, sur le deuxième cas de figure où j'ai fait une bêtise, ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, on va demander l'autorisation en fait, à l'utilisateur, au destinataire. Monsieur machin rappelle son mail, est-ce que vous l'autorisez à le faire? Dans le cas de figure de j'ai écrit une bêtise, on est juste en train de dire à notre correspondant qu'on a fait une grosse bêtise et qu'on veut rappeler le mail. Donc, contre-productif, en fait. Par contre, il y a un besoin utilisateur. Nous, ce sur quoi on travaille, qui va être implémenté, mais encore une fois, bon, pas trop m'avancer sur les versions, mais c'est la possibilité d'annuler un envoi, où là, c'est une fonctionnalité un peu standard, donc une petite tempo à l'envoi du mail et un petit bouton qui permettra en fait de cliquer sur annuler. Donc 90% des cas dans la vraie vie, l'erreur qu'on a faite nous pète aux yeux juste au moment où on clique sur envoyer. On dit bon. Et on dit c'est trop tard. Avec un petit bouton annulé, on aura le temps en fait de dire ah bah oui attends j'ai vu une faute d'orthographe ou j'ai oublié un tel et voilà. Donc on bosse plutôt sur ça parce que l'autre c'est impossible et d'un point de vue sécu et d'un point de vue fonctionnalité c'est trop hasardeux. À noter aussi, vous avez l'envoi différé qui est disponible. Donc, oui, tout à fait. Vous pouvez décaler l'envoi d'un message d'1 heure ou d'une journée si vous le pouvez. Ça permet de le relire et de se reposer un peu plus tard. Je vois qu'il y a encore des questions. Je vois l'heure tourner également. Donc, juste après cette question-là, je reprendrai la main pour ne pas trop tarder sur l'horaire. Parce que je vois qu'il y a encore pas mal de questions. Est-il prévu de mettre en place des actions rapides, CF Outlook? Alors, on en a prévu quelques-unes qui manquent cruellement de mon point de vue. Notamment, c'est pouvoir transformer un mail en event, enfin voilà, faire des choses de genre. Tu as peut-être plus d'informations que moi, Fabrice? Oui, une des actions rapides assez fortement célèbres, c'est créer un filtre à partir d'un mail. Donc, on travaille aussi là-dessus. Outlook, un menu particulièrement riche au niveau de ses actions rapides, on va faire beaucoup de choses. Nous, on travaille dessus. Oui, on veut mettre en place ce type de menu. Celui sur lequel on bosse, c'est effectivement celui dont on va parler Manu. Et l'autre, en fait, c'est créer des filtres à partir des mails. Là, il faut qu'on travaille aussi au niveau ergonomie, voir comment on va mettre ça en place. Mais oui, on travaille dessus. Merci Fabrice. Merci Manu, tu voulais compléter?
Non, il y a Alexis qui nous parle de clic droit dans les dossiers, mais Ah. pour l'instant, c'est un choix de ne pas faire de clic droit. Dans les dossiers. Mais voilà, il est possible que certains partenaires aient fait des add-ons. Une dernière petite question qui a été posée, on va répondre très très rapidement et après, effectivement, Aaron va reprendre la main. Les règles en asynchrone, déplacer les mails qui ont plus de 30 jours dans notre dossier, bon, c'est aussi une demande assez classique. Techniquement, ce n'est pas forcément super simple parce qu'il faut des triggers en fait pour dire je vais déclencher le mail. On a deux demandes, la demande utilisateur pour effectivement pouvoir déclencher manuellement un filtre, le sujet est un peu là, et derrière, tout bêtement, travailler sur, par exemple, un vidage de la corbeille tous les 30 jours, par exemple. C'est exactement ça, effectivement, Alexis, c'est pouvoir jouer des règles et les déclencher à la minime. Oui, on travaille également sur ce sujet-là, qui fait partie des demandes assez récurrentes qu'on a côté partenaire et côté client. Donc, allez, vas-y, Aaron. Parfait, parce que je vois l'heure tourner, donc je ne veux pas trop qu'on tarde sur l'horaire. Dans tous les cas, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Je vois qu'il y a beaucoup de demandes et ça suscite beaucoup de questions, cette présentation, donc on en est très content évidemment. Et donc n'hésitez pas à continuer à poser vos questions sur l'onglet chat, questions, sur l'onglet questions et non pas chat, justement. Là, je vais basculer sur la partie commerciale. J'invite nos amis ingénieurs techniques de nos partenaires à y rester, même si c'est sur la partie commerciale. Ça va les intéresser également, car on va parler du BM Migrator, notamment sur la partie commerciale. Donc, je vais repartager mon écran. Hop. Voilà, parfait. Donc d'abord, je vais faire, un petit rappel, sur, ce qu'on a déjà mis, en place. Notamment à travers, la formation Blue Mind Sales professionnelle pour, obtenir la certification BSP. Donc là, c'est vraiment un rappel, concernant cette formation. Donc l'objectif, c'est d'acquérir les compétences de base pour vendre Blue Mind. On vous présente, le portail partenaire, les arguments de vente, les différents modes de tarification et cette formation, elle est soit en visioconférence, donc j'en ai animé une hier matin, avec pas mal de participants et vous pouvez également la suivre en autonomie dans l'espace partenaire dans l'onglet formation. Chose très importante, la certification est obligatoire pour tous les partenaires pour garder leur statut. Donc il faut qu'il y ait au minimum une personne, certifiée, BSP, à compter donc de janvier 2026, pour, garder votre statut. Donc je vous invite, j'invite, tous les partenaires qui n'ont pas encore, dont un des commerciaux n'a pas encore passé cette certification, à la passer. 2e rappel également, ça va concerner les deal registration. Donc là, je vais passer assez rapidement. Donc les deal registration, ça permet, aux partenaires de pouvoir être en amont d'un deal et de pouvoir avoir un accompagnement commercial renforcé, d'avoir, 5 de remise supplémentaire sur les offres on-premise et les validations des deal registration se font à travers un projet qualifié, l'implication du partenaire sur ce projet et avec des échanges réguliers avec le client. Donc là aussi, c'est un point important à bien avoir en tête lorsqu'on déclare des deal registration et pour être sûr qu'ils soient bien, validés. Maintenant, je vais faire, comme je le disais, en préambule, un focus sur le BEM Migrator côté, commercial, mais qui va intéresser également nos amis, du support, puisqu'on a pas mal de tickets qui sont ouverts sur, le BEM Migrator et on a, des échanges également sur ce sujet-là au niveau, commerce. Donc déjà, un rappel, BEM Migrator, c'est un outil dans une prestation globale d'une migration d'un serveur de messagerie. Donc c'est un outil qui est important, on va en expliquer un petit peu les détails, mais ce n'est qu'un outil dans une prestation globale. Donc ça, au niveau commercial, il faut bien l'avoir en tête parce que, lorsqu'on va parler après de vendre le BM Migrator, il ne s'agit pas juste de vendre
un outil, mais de vendre une prestation globale et dans cette prestation, on met à disposition un outil payant qui est le BM Migrator. Où là, on voit effectivement que dans le temps, une migration peut prendre pas mal une durée assez importante. Donc, le BM Migrator, un petit rappel, c'est un outil qui a été conçu par Bluemine, spécifiquement pour Bluemine, pour s'intégrer avec le système d'information du client final, pour faire une reprise des données et notamment, une chose assez importante qui sont les contextes et l'ensemble des paramètres. Et avec cela, on vous accompagne également sur l'utilisation du BM Migrator. Alors, le BM Migrator, il faut bien comprendre que c'est un outil pour une migration, maîtrisée, pour, s'assurer que la migration se passe dans les meilleures conditions. Donc ce qu'il faut mettre en avant, c'est que c'est un outil qui a été, développé par nous-mêmes, c'est un outil qui est officiel, qui a été éprouvé, qui permet de faire des migrations automatisées, donc qui va permettre d'avoir du gain de temps sur le projet, avec une continuité pour les utilisateurs, puisque comme je le disais, on reprend l'ensemble des données mail, agenda, contact, partage et le contexte utilisateur. C'est un outil qui est adapté à différents scénarios puisque on peut, migrer avec cet outil depuis Exchange, Zimra, Kerio ou d'autres, qui vont être développés par la suite et on est dans une démarche professionnelle donc encadrée. Donc BM Migrator, on a eu pas mal de questions là-dessus depuis qu'il est payant, depuis la fin 2024. C'est un outil payant parce qu'il a un cycle de vie propre. C'est un outil, qui est développé par Bluemine dans lequel, il y a une roadmap, des releases, des features, donc comme vous avez pu le voir présenté par Manu en début de cette matinée et qui demandent forcément du temps et donc du temps homme. Et donc ce BM Migrator, on l'a mis à un tarif à 5 € par utilisateur et par projet de migration. Et là, j'insiste encore, beaucoup sur le fait que toute utilisation du BM Migrator doit être validée au préalable par un bon de commande. Donc, on l'a pas encore, bridé, mais il faut savoir que, le BM Migrator, c'est un outil payant et qui doit être, utilisé uniquement dans le cadre, d'un bon de commande qui a été validé par Bluemine. Et donc, on peut aussi se poser la question, comment on va pouvoir le vendre du coup, auprès d'un client final, puisque c'est un outil payant? Et donc là, je vous ai mis voilà quelques idées, quelques items que vous pouvez récupérer et qui vous permet également de savoir, pourquoi vous devez le vendre. Parce que c'est un outil professionnel, c'est pas un simple script, on le voit bien avec, les développements et ce qui a été présenté par Manu. On va réduire significativement, excusez-moi, les risques et donc ça va permettre, d'avoir un coût beaucoup moins élevé que si on devait avoir un échec au niveau de la migration et donc ça fait un gain de temps et c'est un ROI immédiat. Et donc c'est un investissement et pas un surcoût. On ne va pas facturer une migration. En fait, quand vous facturez le BM Migrator, on va facturer une tranquillité pour s'assurer que, la migration, du client final se passe dans les meilleures conditions. Et donc, il faut bien avoir en tête que le BM Migrator, c'est un investissement. C'est pas juste une simple ligne de coût supplémentaire dans un bon de commande. C'est un investissement pour sécuriser au maximum la migration vers Bluemine. Donc on ne paye pas un outil, on sécurise un projet. Heu, pour, heu, pour conclure sur cette partie-là, je vous ai mis un petit, comparatif avec les différentes solutions du marché. Donc comme je le disais, BM Migrator, c'est un outil qu'on met à disposition à 5 € par utilisateur. Si vous comparez, avec les outils présents sur le marché, là j'ai mis, les outils, qu'on peut retrouver, facilement, donc Cloudiway, BitTitan, Transcend et Code2. Déjà, on voit qu'au niveau des tarifs, on n'est pas du tout sur le même niveau. On peut aller de 9,50 € jusqu'à, 29 $ pour, Transcend. Et même chez Transcend, comme vous le voyez dans le tableau, si vous voulez avoir un tarif intéressant à 8 $ par utilisateur, il faudrait prendre un pack de 10 000 utilisateurs. Donc on voit vraiment la différence de coût qu'on peut avoir avec un BM Migrator et ce qui est également intéressant, c'est que ces outils-là, pour la plupart, sauf Transcend, sont des outils qui sont, orientés
pour les solutions Microsoft. Donc pour pouvoir migrer un Microsoft Exchange ou Online ou un Microsoft Exchange Server vers, une solution tierce vers une solution Microsoft Exchange. Donc, on n'a pas la possibilité de migrer des solutions autres que Microsoft. Et donc, il faut avoir bien ça en tête, quand on parle de la commercialisation du BM Migrator. Donc d'une part, que c'est un outil qui a été développé par Bluemind, qui est conçu, spécifiquement pour Bluemind, donc qui permet, de récupérer l'ensemble des données. C'est un outil, qui permet de sécuriser un projet et donc on achète, cette sécurisation-là et pas l'outil, en lui-même et c'est un tarif qui est, on peut dire vachement intéressant par rapport à ce qui se fait, aujourd'hui sur le marché. Et donc pour reprendre une slide que j'avais, bien aimée, et je vais inviter, mes collègues à remonter sur scène. Que la force bleue soit avec vous. Aaron. Merci Aaron. Donc, je profite quand même d'un sondage qu'on avait lancé au démarrage. Donc, en fait, c'est bien la reprise des règles Exchange qui domine. On est à 71% sur cette reprise. Ensuite, c'est accès de validation, pardon, l'assistant de validation des accès aux données. Donc, bah, tant mieux. Ça veut dire qu'on était bien parti sur notre roadmap. Et oui, un sujet domino d'Olivier. Alors effectivement, en fait, on était capable de faire des reprises domino il y a longtemps sur du Bluemind 3.5 et les premières versions Bluemind 4, si je dis pas de bêtises. Sauf qu'on a abandonné parce qu'en fait, du Lotus, on n'en voit quasiment plus. Et depuis qu'on a sorti la 5, on en voit de plus en plus, donc on ne sait pas pourquoi. Et en 4, ça fonctionne, nous précise Alexis. Donc super. Je ne me rappelais pas. Éventuellement, il faut qu'on reprécise ce point-là. C'est peut-être une vieille version. Du coup, on va pouvoir conclure cette matinée. Je remercie à mes collègues Fabrice, Manuel, Pierre Carlier également et Leslie, notre directrice marketing dans les coulisses, qui nous permet également d'animer ces matinées. Merci à vous tous de l'avoir suivi et on vous enverra évidemment le replay à tous ceux qui se sont inscrits. Et je vous souhaite une bonne fin de matinée. Merci. À bientôt. Au revoir. Bonne fin de Merci. semaine.